Le rapport numéro 33, donc avec une présentation à deux voix, je crois. Non, Nicolas Baudin. Oui, on va faire une présentation à deux voix avec Catherine. D'une part, un point sur l'activité économique et sur la situation de l'emploi sur notre territoire, et puis un certain nombre de points qui sont délibérés justement dans la délibération qui vous est proposée. Donc, on va sauter la diapositive suivante. On va passer directement à la diapo 3. C'est une situation très rapide sur l'emploi. C'est des chiffres qui datent du dernier trimestre 2024, puisqu'on n'a pas fait encore du premier trimestre 2025. Le taux de chômage en France, 7,3%, 6,5% sur la région, 6,8% dans le Doubs, et sur la zone d'emploi de GBM, 6%. Donc, il est toujours inférieur aux autres territoires. 98 000 emplois sur GBM, dont 80 000 sont occupés par des habitants de la communauté d'agglomération. Un point sur les différents secteurs d'activité, à la fois en nombre d'emplois. Donc vous retrouvez bien sur la deuxième ligne le total de 98 000 emplois répartis entre différents secteurs économiques, l'agriculture, l'industrie, la construction, les commerces, transports et l'administration. Donc là, on voit quand même que la part de l'administration et des services publics est quand même très importante. Ça représente quand même près de 40 000 emplois. Une part également importante sur les commerces, les transports et les services. Donc c'est tous les services et tout ce qui est lié également à l'industrie, mais ce n'est pas de l'industrie directement. Donc là aussi, ça représente à peu près 40 000 emplois. 4 500 sur la construction et à peu près de 12 000 emplois sur l'industrie et à peu près 600 sur le domaine agricole. Et après, vous avez une répartition, là ce sont des chiffres de l'AER, par secteur thématique. Et en fait, on voit qu'on a différentes filières qui représentent bon an, mal an, à peu près le même poids en termes d'emploi, entre luxe, l'horlogerie, à peu près 3 400 emplois, jusqu'à la mécanique, la métallurgie, qui représente 5 900 emplois. Ce sont des ordres d'idées, voilà. Donc ça veut dire que ce sont des chiffres à prendre également avec précaution, tout simplement parce que suivant le chiffre d'affaires d'une entreprise, elle peut être affectée à tel ou tel domaine industriel, et donc suivant les années, ça peut potentiellement varier. Sur la diapositive suivante, la situation actuelle sur les zones d'activité économique. Donc il y en a 59, ça représente 1290 hectares, soit 2,5% de l'ensemble du territoire du Grand Besançon. Un taux de vacance des unités foncières qui est très faible, 3,2%. Donc soit ce sont des unités qui ne sont pas encore urbanisées, soit ce sont des bâtiments qui sont actuellement disponibles et potentiellement en reconversion. Ça représente 1850 établissements et puis près de 29 000 emplois. Donc 29 000 emplois sur les 55 000 emplois du secteur privé. Donc c'est-à-dire plus d'un emploi sur deux dans le secteur privé est localisé dans une zone d'activité économique. Et là, vous avez un rappel des 5 plus grosses zones d'activité. Donc Trépilloty-le-Roi qui représente par exemple près de 7 000 emplois. Ensuite Château-Farine, Tige-Chalzeul, la zone de l'échange et puis la zone de Lafayette. Un bilan rapide des ventes au niveau de l'année 2024. Donc 6,8 hectares ont été cédés, soit des ventes de terrain qui appartenaient à GBM, soit au privé. Et puis on a une disponibilité actuelle sur GBM. La question nous est souvent posée de 24,1 hectares. C'est-à-dire qu'au rythme de consommation actuel, on a une réserve encore de 3 années devant nous. En termes d'immobilier, il y a eu 15 000 mètres carrés de bureaux qui ont été cédés et 70 000 mètres carrés de locaux d'activité et d'entrepôts. Alors là, il y a une inversion des diapositives, d'accord. Un point quand même à retenir, c'est que sur l'ensemble des zones d'activité, il y a toujours un déficit d'opération. Donc vous voyez qu'il varie suivant le type d'opération. Donc sur les marnières, c'est un déficit d'opération qui sera de l'ordre de 60%. Sur Thémis, c'est de l'ordre de 33%. Donc en fait, la différence, c'est quoi? C'est le coût moyen d'aménagement qui varie de 50 à 100 euros par mètre carré et le prix de cession qu'il y a en face. Donc il y a toujours un déficit d'opération donc qui varie en pourcentage, avec quand même un retour fiscal à moyen ou long terme pour la communauté d'agglomération, notamment avec un certain nombre de taxes, que ce soit la CFE, la taxe foncière ou bien le versement mobilité. Sur la diapositive suivante, ça j'en parle assez souvent, c'est les procédures qui sont nécessaires et obligatoires par rapport à l'aménagement d'une zone. Donc là, vous avez une liste quasiment exhaustive des études et procédures qui sont nécessaires. C'est ce que vous avez à gauche. Donc vous avez 13 études ou procédures. C'est ce qu'on a actuellement sur une zone comme Marchaux-Chaux-de-Fontaine.
Donc ça varie sur des thèmes qui sont très différents, entre le côté agricole de la zone, les espèces protégées, la géotechnie, le bruit, la loi sur l'eau, la révision nécessaire du PLU, l'évaluation environnementale, l'étude archéologique, etc. Et puis 3 temps de concertation préalable, consultation, enquête publique. Donc vous voyez, la difficulté, c'est entre le temps long de l'aménagement et le temps court des cycles économiques face à des chefs d'entreprise qui ont une visibilité parfois qui ne va pas au-delà de 6 mois. Sur la diapositive suivante, alors est-ce que c'est Catherine? Non, c'est encore moi. Voilà, sur l'offre régionale actuelle, donc en termes de surface viabilisée disponible immédiatement, vous voyez qu'entre Dijon, le Grand Besançon, l'agglo de Montbéliard et l'agglo de Vesoul, on est du même ordre de grandeur, à peu près entre 20 et 25 hectares viabilisés et donc disponibles immédiatement, et un chiffre annoncé plutôt très élevé du côté du Grand Dol, puisque ce serait à 58 hectares. Et puis, si on regarde globalement les surfaces économiques actuelles, donc déjà urbanisées, ça inclut également les zones commerciales. Donc, vous avez Dijon à 2600 hectares, ensuite PMA à 1500 hectares, GBM à 1300, et puis Vesoul et Grand Dol entre 500 et 700 hectares. Et là, je vais céder la parole à Catherine. Merci Nicolas. On vous rappelle donc quelle est la disponibilité que nous avons actuellement sur Grand Besançon. Donc là, on a, vous voyez, dans un bilan, 24 hectares qu'il est possible d'exploiter dès maintenant, mais répartis, vous l'avez vu, sur les différentes opérations. Je ne vais pas toutes les citer, vous avez à l'écran. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, on a des zones aussi très spécialisées sur lesquelles on ne peut pas mettre, bien entendu, n'importe quel projet. Donc, on ne va pas aller installer un garagiste sur Thémis Microtechnique. Donc, il faut relativiser la disponibilité par rapport aux besoins. On souhaite justement vous montrer la qualifier parce que nos services, dans la slide suivante, nous ont aidé à compiler et justement à qualifier la demande. Et on voit déjà que finalement, la plus grande partie, donc les 19%, concernent finalement des parcelles assez petites, donc 2000, 5000 mètres carrés. Et si finalement on additionne entre 2000 et 10 000 mètres carrés, on s'aperçoit qu'on est quand même à 31% de la qualification de la demande. Donc on voit que c'est là qu'on a ces besoins, donc plutôt dans des projets endogènes et sur des terrains de plus petite taille. Mais il faut tout de même qu'on soit préparé à pouvoir répondre à la demande plus rare, mais qui peut arriver sur des terrains de grande taille, et c'est là qu'on est en difficulté. On voit qu'autrement, la plupart, ça allait un tout petit peu trop vite, mais pardon, la partie tertiaire représente la moitié des demandes, mais c'est pas là que nous, on a souhaité vraiment développer le foncier, puisqu'on estime que le tertiaire peut se faire sur ce qui est déjà construit. Par contre, on voit aussi que finalement, si on additionne la partie industrie, artisanat, logistique, BTP, petite industrie, etc., on est à 37%, et c'est bien là ce qu'on vise, nous, dans nos débats, que ce soit petit artisanat ou industrie, et c'est là que sont nos besoins. Fort de tous ces constats, donc on vous a fait un focus qui était à la fois plus avec un parangonnage et aussi le contexte grand byzantin. Donc Nicolas a animé des copiles pour établir une nouvelle stratégie, c'est ce qu'on va vous présenter ce soir. Et cette stratégie, elle est faite avec 4 orientations qui vont être proposées là, mais toujours avec un objectif clair qui est de pouvoir développer du tissu économique sur tout le territoire, préserver la ressource foncière, c'est-à-dire on est bien conscient qu'on est dans l'ère de la sobriété foncière, donc il faut forcément faire autrement, et améliorer la qualité de vie au travail dans les zones d'activité économique, donc c'est-à-dire faire beaucoup mieux qu'avant dans l'aménagement en termes de préservation de l'environnement qui va permettre aux salariés d'être dans un environnement plus agréable. Alors la première orientation, elle s'appelle aménager autrement. Donc vous nous avez souvent entendu dire cela, que ce soit avec l'agence d'urbanisme, dans les différentes réunions, que ce soit SCOT ou PLUI. Donc c'est vrai que vous êtes déjà bien acculturés à ces termes. Il s'agit de poursuivre la spécialisation des zones, d'acquérir des fonciers publics pour pouvoir porter des projets plus stratégiques, de faire cette classification des activités, de les cibler, notamment sur l'économie productive, et de vérifier toujours la bonne adéquation des projets par rapport à l'endroit où on pourrait les implanter,
de faciliter la vie de notre écosystème économique particulier. Et c'est vrai que l'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir permettre aux activités d'économie présentielle, on l'a beaucoup évoqué ça aussi avec les élus dans le cadre du PLUI, que chacun puisse trouver sa place dans les différents secteurs. Et en privilégiant bien sûr aussi des bâtiments existants, des dents creuses en priorité, avant de toujours recourir sur des terrains en extensif. On parle aussi bien sûr de la densité des implantations. On était sur des schémas qui sont maintenant dépassés avec, vous savez, le petit bâtiment sur une très grande parcelle. L'idée, c'est de faire maintenant autrement et de ne pas permettre ce genre, enfin de ne pas permettre d'encourager en tout cas un modèle différent avec une offre immobilière différente, multi-occupant par exemple pour l'artisanat. Et pour ça, on a déjà mis en place des études et un projet par exemple à Pouilly-les-Vignes. Aménager autrement, c'est faire mieux dès maintenant. Ça aussi, c'est des phrases et des façons de faire qu'on a déjà présentées plusieurs fois, en améliorant la qualité des zones d'activité économique. Et on a des leviers pour ça, des leviers réglementaires et contractuels. Donc, on l'a dit, tout ça par le biais de notre planification et des règlements qui ont été évoqués tout à l'heure par Aurélien et régulièrement par notre président du SCOT. Ça veut dire une meilleure gestion des eaux pluviales, la désimperméabilisation, de la lutte contre les îlots de chaleur urbains, mais aussi tout simplement la création d'îlots de fraîcheur qui pourront être mutualisés au sein d'une grande unité, la mutualisation des parkings, le fait aussi bien entendu de prévoir systématiquement des modes doux et la préservation de corridors écologiques comme on a su le faire par exemple à Thémis. Et faire mieux, c'est aussi mettre le paquet, on peut dire ça comme ça, sur la qualité du bâti. Et pour ça, on a, vous le savez déjà, des collègues qui travaillent avec les porteurs de projets pour leur présenter une charte environnementale et paysagère qui s'ajoute au règlement et pour les sensibiliser à la création d'ENR, à plus de verticalité, à la couleur des bâtiments, pour une meilleure qualité architecturale au total, mais qui va être bénéfique à la fois pour une meilleure adaptation au dérèglement climatique, changement climatique et à la qualité de vie qui va être offerte aux personnes qui travaillent. L'idée, c'est quand même toujours, et c'est important, c'est écrit en gras, mais c'est important d'être dans un urbanisme négocié de projet et de ne pas être non plus dans cette entrée que par la règle, mais bien par l'incitation pour montrer que tout le monde y est gagnant. Voilà, la seconde orientation, ça concerne les prix de cession. Donc là, vous avez un tableau en haut à gauche, vous avez un comparatif par rapport à ce qui se pratique sur les territoires adjacents au nôtre. Je rappelle que le poids du foncier dans un bilan de construction, c'est de l'ordre de 8 à 10%. Et puis on a comparé également avec des cessions privées récentes. Donc c'est-à-dire que par exemple, on est allé jusqu'à 60... Voilà, donc là je fais un correctif. Sur Mamirol d'Anne-Marie, c'est pas de 2 à 60 euros par mètre carré, c'est 60 euros par mètre carré, point. Et la ligne d'en dessous, c'est 100 euros par mètre carré à Franois, deux cessions récentes à 100 euros par mètre carré à Franois. Et donc sur la diapositive suivante, on voit qu'en fait, on a des prix de cession, c'est ce qu'on voit sur la quatrième colonne. En fait, on a des prix de cession qui sont même en deçà de ce qui se fait à la périphérie. Donc on a, sur proposition du COPIL, modifié les différents prix en les augmentant de manière assez nette, notamment sur les deux technopoles que sont Thémis Microtechnique et Thémis Santé, sachant que là on parlerait en SDP, c'est-à-dire en surface de plancher. Mais l'objectif à terme, c'est d'arriver à deux prix, un tarif à 50 euros par mètre carré pour tout ce qui est hors technopolitain et 100 euros par mètre carré pour tout ce qui est Thémis Microtechnique ou Thémis Santé. La troisième orientation sur la maîtrise des fonciers économiques, ça c'est une politique qu'on va vraiment devoir mener, donc ça a un coût en et hors des différentes ZAE, donc c'est à la fois de l'acquisition du foncier, donc c'est-à-dire qu'il faudra quand même justifier juridiquement une préemption potentiellement ou bien monter une DUP en parallèle. Donc c'est-à-dire que là il faut retenir un certain nombre de critères pour classer les différentes zones qui seraient éventuellement éligibles. Puis également se lancer potentiellement dans l'acquisition d'immobilier. Vous savez que le foncier va devenir de plus en plus rare et l'objectif, c'est vraiment de garder des terrains et des bâtiments qui puissent permettre de développer des activités vraiment stratégiques pour le territoire ou pour le pays.
On a donc fait une analyse multicritère, c'est ce qu'on voit sur la diapositive suivante, voilà avec un certain nombre de critères qui sont cités, la maîtrise foncière publique, l'attention du marché par rapport à l'attractivité, l'existence ou le soutien à une filière spécifique, par exemple le domaine biomédical. On a vu l'intérêt que représentait le fait de produire des vaccins pour le Covid. Mais vous savez que dans les vaccins pour le Covid, il y a une entreprise byzantine qui fournissait un composant qui est le plasmide. Donc ça veut dire que si cette entreprise-là souhaite se développer, il faudrait quand même que l'on puisse répondre à des éventuelles extensions ou des implantations. Le potentiel de mutation, densification, remembrement, et puis le secteur qui présenterait un enjeu fort de requalification. Donc on a classé ainsi l'ensemble des différentes zones. À court terme, donc il y a 9 zones qui présentent un enjeu marqué. Donc c'est ce que vous voyez en bleu. Donc Chalzeltize, Mamirol, Besançon et différentes zones, Franois, Pelouzé, Saint-Vite, et puis Pouillet, Pelouzé. Et puis dernier point, j'en ai déjà parlé, la mise en place potentielle du bail à construire, donc on le proposerait sur l'ensemble de nos sessions. Donc je vous rappelle, c'est quelque chose de très nouveau, puisqu'un preneur s'engage à titre principal à édifier des constructions pour une activité économique sur le terrain du bailleur, mais c'est le bailleur qui demeure propriétaire du terrain. Et il conserve, ce fameux preneur, il conserve en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail son bâtiment, sachant que le bail peut varier de 18 à 99 ans. Et donc il est proposé que l'on puisse s'engager dans le bail à construire de manière facultative, sachant que c'est un vrai travail aussi, c'est une révolution quand même, c'est-à-dire qu'il y a un démembrement entre la propriété du terrain et puis son usage. Donc ça veut dire quand même que c'est assez révolutionnaire, et donc il va falloir acculturer l'ensemble du territoire d'un point de vue au niveau des acteurs économiques, puis également aussi de tous les autres acteurs qui interviennent, les notaires, les banquiers, les experts comptables, etc. Donc ça se réalise déjà sur certains territoires, comme les territoires notamment en Savoie, ou bien en Vendée, ou bien l'agglomération de La Rochelle, où là, La Rochelle, par exemple, c'est obligatoire. Donc c'est-à-dire que si vous souhaitez vous installer, que ce soit pour une activité industrielle, ou bien commercial, ou bien artisanal, il y a obligation de passer par le bail à construire. Il n'y a aucune autre possibilité de s'installer. Donc voilà, en résumé, rapidement, ce qu'on souhaitait vous présenter avec Catherine.